Je sors de chez Jean-Michel Tiff, mon coiffeur. Ça devise, c'est on rentre chez moi vieille pouf, on ressort Brad Pitt. Brad Pitt. Peut-être un peu. Un petit peu. Une petite vidéo qui est pas comme d'habitude, parce que je suis pas dans mon atelier, je suis dans mon bureau, pas de fer à souder dans les mains, rien du tout, parce que je vais faire une vidéo blabla qui m'a été inspirée par Pierre Journel de la chaîne Guitare. Qui m'a posé une question assez difficile et qui demande un peu une réponse à tiroir en fait. Ce qui a été à l'origine de cette question, c'est une vidéo que j'ai faite sur le prix exorbitant des pédales TS9 d'origine. Et elles ont un prix exorbitant parce que à l'intérieur, il y aurait entre autres un amplificateur opérationnel, je crois que c'est un 4558, il me semble, qui serait meilleur que ceux qui ont été faits dans les années 90, etc. Alors, dans la vidéo, je montrais que les datasheets sont exactement les mêmes, mais ça ne veut pas dire pour ça que le son n'est pas différent. Et moi, de toute façon, je fais confiance aux musiciens, contrairement à beaucoup d'électroniciens qui se foutent de la gueule des gens qui croient à ça, qui croient que, par exemple, les lampes sonnent mieux, etc., que les transistors et tout. Et il y a beaucoup d'électroniciens que j'appelle rectangulaires, qui smart tout simplement, et puis qui prennent les datasheets et puis qui disent que non, quand on regarde les datasheets, ça c'est meilleur que ça, et fermez vos gueules. En gros, c'est ça. Hein. Et moi, j'explique dans cette vidéo que les choses sont pas si simples que ça. Déjà, les datasheets ne disent pas tout. Faut jamais oublier que les données constructeurs de circuits intégrés, ce sont quand même des documents commerciaux. Donc on ne donne pas les mauvais chiffres dans les documents commerciaux, on les passe sous silence. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de... Il y a certaines datasheets où il y a des paramètres qui ne sont pas donnés, par exemple. On se dit, tiens, pourquoi ils ne l'ont pas donné? Peut-être que... donc voilà, en fait, c'est un peu la bagarre des classiques et des modernes. Il y en a qui jurent que par le numérique, pardon. Ils ne comprennent pas pourquoi les guitaristes travaillent encore avec des amplis à lampe, etc., etc. Puis ça fait des polémiques et tout. Et moi, je suis contre évidemment les électroniciens rectangulaires parce qu'ils n'ont rien compris au film. Nous, si on aime tous ces vieux trucs, ces vieux composants, entre autres, moi je parle en tant qu'électronicien, c'est parce qu'on aime les défauts de ces composants. Les défauts de ces composants peuvent être musicaux, pas toujours, mais souvent ils le sont. Par exemple, les lampes ont des caractéristiques musicales que les transistors n'ont pas, c'est indéniable. Je dis, on peut pas... Et ça s'explique très bien d'ailleurs, il faudrait faire une vidéo là-dessus. Donc j'expliquais tout ça dans cette vidéo, et Pierre Journel me dit, mais est-ce qu'on pourrait pas comparer à ces histoires d'ingénieurs du son qui ont été très mises en avant, entre autres par les Beatles, qui sont arrivés à Abbey Road. Il y avait encore des gars qui étaient à l'âge de pierre, en blouse blanche, qui avaient des rails dans la tête.
pour ce qui concernait la prise de son, etc. Et qu'ils sont arrivés avec leur ingé son dont j'ai oublié le nom, et qu'ils ont tout révolutionné, etc. Et blablabla. Avant, c'était des gens obtus dans leur technique et fermés. Et puis, sont arrivés dans les années 70, même fin 60, les Beatles, etc. Et puis, ça a libéré les studios. C'est un mythe, hein. C'est un mythe total. J'ai un bouquin, je vous le montrerai, parce que je me rappelle plus le titre. J'ai acheté un bouquin sur les enregistrements des Beatles, etc., qui reprend toute cette mythologie, parce que c'est vraiment une mythologie, hein. La mythologie des vieux ingénieurs du son, tout rabougris, qui aiment pas la création artistique, qui sont derrière leur console et puis qui regardent leurs petites aiguilles en dépassant pas le zéro et tout. Ça n'a jamais existé. Je spoil un peu la fin de la vidéo, mais ça n'a jamais existé. C'est de la mythologie et c'est des trucs de journalistes. C'est comme on montait les Stones contre les Beatles, etc. On sait très bien maintenant que c'était artificiel, c'était des histoires de journalistes, voire de marketing aussi un peu. Ben là, c'est exactement pareil. C'est beaucoup plus vendeur de raconter ce genre d'histoire. Les Beatles se sont battus contre les ingénieurs du son, etc. D'ailleurs, il y a Paul McCartney qui a fait une vidéo à Abbey Road où il explique un peu les premiers enregistrements. Il a jamais parlé de ça, il a jamais parlé du bâton dans les roues qu'on avait mis aux ingénieurs du son. Et même s'il en avait parlé, de toute façon, faut pas se leurrer. Ces gens-là savent aussi entretenir le mythe, hein. C'est clairement à leur avantage d'entretenir la mythologie aussi. Et pourtant, c'était pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai. J'ai presque connu cette époque-là. Et là, il faut que je raconte un peu mon histoire, un peu d'histoire personnelle. Mon père est rentré chez Pathé Marconi en 1949. Il en est sorti, je crois, en 89, quelque chose comme ça, je sais plus, enfin 3 ans après la destruction des studios Pathé Marconi. Il faut savoir à l'époque, là, il faut que je fasse une parenthèse sur les studios Pathé Marconi. À l'époque, c'était considéré comme les plus grands studios d'Europe. Je ne sais pas si c'était vrai, mais en tout cas, ça faisait partie des monstres. Abbey Road était beaucoup plus petit et quelque part beaucoup moins équipé en matériel, ce qui est assez drôle. Et donc mon père a fait toute sa carrière, donc jusque fin des années 80, assistant, ingénieur du son, technicien, responsable de la maintenance des studios. Et donc moi, je suis né en 58, hein, je me suis très vite retrouvé dans les studios parce qu'à l'époque, c'était pas le mercredi, mais c'était le jeudi qu'on était en congé à l'école. Et comme ma mère travaillait, souvent mon père me prenait et il me balançait dans les studios où je vivais plus ou moins ma vie. Il me collait dans un studio où il y avait un artiste qui enregistrait. Je me foutais dans un coin et j'attendais que ça se passe. Parfois, alors le jeudi aussi, à l'époque, il y avait une espèce de radio crochet qui était organisée tous les jeudis au studio Pathé Marconi, où n'importe qui pouvait venir enregistrer, des amateurs. Et c'était une détection de talent, on va dire. Et généralement, le jeudi après-midi, j'allais avec l'ingénieur du son derrière la console. L'ingénieur du son me donnait une petite partie de la console, parce que moi, je ne m'intéressais pas du tout au son, j'avais 5-6 ans, donc... et puis je me rappelle très bien des images, c'est des émotions, hein, c'est pas... je me mettais sur une partie de la console, et je jouais au commandant de bord, parce que moi, je voulais être pilote d'avion. Donc je poussais les potards en faisant... et tout... en parlant à la tour de contrôle, etc.
J'avais pas le droit de toucher à une partie de la console, évidemment, qui était utilisée par l'ingénieur du son pour ce qu'il était en train de faire. Mais de temps en temps, quand il avait le dos tourné, j'allais sur le côté, puis paf, je coupais un truc, etc. Ils s'en rendaient compte à chaque fois, je me faisais engueuler. C'était un jeu avec l'ingénieur du son que j'avais quand j'étais môme, quoi. C'était marrant. Donc je passais mon temps dans les studios comme ça. Et pourquoi j'explique ça? Parce que déjà, alors je suis né en 58, donc ça devait être, on va dire, 65, 64, où j'ai commencé à aller dans les studios. Je n'ai jamais vu déjà d'ingénieur du son en blouse blanche. Ça n'existe. Moi, je l'ai jamais vu exister. J'ai jamais vu mon père non plus en blouse. Alors, j'ai vu des photos qui dataient du début des années 50, où effectivement ils étaient en blouse, mais ça a très vite disparu. C'était à l'époque des Beatles. En tout cas, à Paris, chez Pathé Marconi, ça n'existait pas. Euh, alors c'est pareil, je lis aussi dans les bouquins que ces vieux ingénieurs du son avaient des procédures d'enregistrement qu'il fallait suivre à la lettre, etc. J'ai jamais entendu parler de ça chez Pathé Marconi non plus. Peut-être que chez les Anglais, à Abbey Road, c'était vrai. Chez Pathé Marconi, mon père m'a jamais parlé de ça. Je l'ai jamais entendu parler de ça. Et moi, ce que j'ai vu quand j'étais môme, c'est que les ingénieurs du son, ils faisaient exactement ce qu'ils voulaient, hein. S'ils avaient envie de prendre tel micro, ils prenaient tel micro, ils faisaient leur salade, ils faisaient leur truc. Il n'y avait pas de. C'est pour ça que je suis. Moi, je connais pas. J'étais pas à Abbey Road quand j'étais môme, hein. Mais je suis très sceptique sur cette espèce de bruit qu'on fait autour de tout ça. C'est une mythologie. Euh, et ces vieux ingénieurs du son euh, qui, euh, qui passent maintenant pour des rétrogrades conservateurs, voire réactionnaires, il l'était pas tant que ça, hein. Moi, je me rappelle, mon père me racontait les séances de studio avec Edith Piaf ou Gilbert Bécaud ou des gens comme ça. Il y en avait plein, j'ai oublié, mais il y en avait évidemment des tonnes, hein. C'était la fête. Il faisait la fête carrément dans le studio. Bon, Edith Piaf, elle pouvait pas chanter si elle avait pas 50 personnes autour d'elle. Ça picolait, ça discutait et tout. Généralement, il prenait un grand studio. Faut savoir les studios Pathé à l'époque. euh, C'était grand. Il y avait 4 studios en fait. En un, il y avait le grand studio, le 1, où on pouvait mettre un grand orchestre. C'était un truc immense. Il y avait le 2 qui était un petit peu plus petit, mais qui était quand même de bonne taille. Le 3, là où enregistraient les Stones, les groupes, généralement. Les groupes, c'était le 2 et le 3. Et puis il y avait le studio 4, qui était un studio de Röhre, qu'on appelait, c'est-à-dire que là, on allait refaire une prise de batterie, il y avait des cabines pour faire du chant aussi, pour faire les backing vocales, etc. C'était là-dedans que c'était un tout petit studio, hein. C'était plus d'ailleurs une cabine avec des cabines d'enregistrement pour mettre petites pour une personne ou une batterie, quoi. C'était pas donc c'était un truc quand même. Et ouais, à l'étage du dessus, faut pas oublier, il y avait la gravure. Parce que il y avait le mastering et la gravure. Ce qui fait que quand on rentrait chez Pathé Marconi en tant qu'artiste, on enregistrait, on gravait son album, on faisait le mastering au même endroit, et après ça partait à l'usine à Chatou, parce que Pathé Marconi avait une usine de pressage de disques aussi, c'était à Chatou, où le disque était pressé. Là, on était vraiment dans un écosystème complet. Donc je sais plus où j'en étais. Oui, je vous expliquais un peu comment étaient foutus les studios. Zut, je sais plus ce que je disais avant. Moi, je veux continuer. Donc oui, oui, voilà, c'était la fête dans les studios avant. Avant que les groupes de rock arrivent,
il s'amusait bien. Moi, j'ai toujours vu mon père avoir de très bons souvenirs d'enregistrement où c'était vachement sympa, où il y avait alors il y avait des artistes plus ou moins chiants, évidemment, comme d'habitude, hein, ça c'est toujours. Mais il y avait pas. J'ai jamais entendu parler des restrictions, de cette espèce d'image de d'ingénieur du son poussiéreux. Non, pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, je suis sûr là, parce que c'est pas mes souvenirs propres à moi, c'est aussi les souvenirs de mon père. Peux affirmer qu'on s'amusait bien dans les studios à l'époque et qu'il n'y avait pas. Alors, évidemment, les Anglais étaient peut-être un peu plus stricts, et je vais y revenir parce que c'est important par rapport à l'histoire des studios Pathé, de ce qui s'est passé après. Mais cette histoire d'ingénieur du son poussiéreux. Hein, apprendre avec des pincettes, moi je lis plus les bouquins qui retracent les histoires de l'époque, etc., parce que ce sont que des conneries. Des trucs montés en épingle. On crée un mythe en plus qu'un peu en carton-pâte, parce que on gagnerait à plutôt rendre compte de la vérité, qui est bien plus intéressante que ces espèces de mythes à la con. Alors il y avait quand même une chose, il s'est quand même passé quelque chose, parce que cette histoire d'ingénieur du son poussiéreux, ça vient pas de n'importe où. Il y a eu tout de même dans les studios un clash quand les groupes de rock sont arrivés. Ça c'est clair. Moi, mon père m'a dit une fois, j'avais 15-16 ans, ça m'a marqué. Il m'a dit, moi, le métier n'était plus intéressant à partir du moment où les groupes de rock sont arrivés. Ça a tout cassé. Alors ça veut dire pas mal de choses. Ça veut dire déjà qu'il y avait une bonne ambiance avant, hein, contrairement à ce qu'on peut dire. Et puis, moi, à l'époque, je me suis dit, bah, vieux con, tu vois, j'avais 16 ans et tout. C'est un choc culturel, quoi. Il n'a pas compris ce que c'était que les groupes de rock, il est vieux, etc. J'ai fait un peu j'ai simplifié plutôt trop. Parce que c'était bien plus compliqué que ça, en fait, quand les groupes de rock sont arrivés, justement, et qu'ils ont un peu perturbé le soi-disant ronronnement des studios. Il s'est passé une chose, c'est pas un choc culturel, c'est un choc. Ouais, bah, c'est un peu. Ouais, je sais pas comment le qualifier. On a une histoire des studios d'enregistrement qui est entièrement axée sur la fidélité de la reproduction sonore. La philosophie générale des ingénieurs du son de cette époque-là, c'est qu'on doit être parfaitement neutre dans l'enregistrement. C'est la grande époque de l'hi-fi. Hein. L'hi-fi arrive, le système qui va reproduire mieux que l'autre, etc. Vous allez être dans la salle de concert. Et ces gens-là n'avaient qu'un but dans la vie, c'était de ne pas trahir les artistes. Par exemple, maintenant, je vais prendre un exemple très simple, mais maintenant on fout la basse au milieu, tu vois, et puis on met tout le reste autour. À l'époque, ils faisaient pas ça. À l'époque, quand ils enregistraient un groupe, par exemple sur scène, alors il faut savoir que Pathé Marconi avait, pour le live, avait un mini studio Salvagram. C'est une super salle avec une acoustique formidable. Elle faisait beaucoup de classiques, petite formation classique, Salvagram. Et quand ils enregistraient, par exemple, les groupes en live, bah, si la basse était à gauche, ils mettaient la basse à gauche. Si la batterie était au milieu, ils mettaient la batterie au milieu. Ils s'amusaient pas. Ils faisaient une photographie sonore de la réalité. Le studio était un outil pour enregistrer ce que faisaient les musiciens sans les trahir. Gros respect des musiciens. Et il faut aussi se rendre compte qu'ils ont, les ingénieurs du son et les techniciens qui ont connu cette époque-là, c'était des pionniers. Ils inventaient tout. On peut dire que la fabrication même des outils d'enregistrement était faite dans les studios.
en partie dans les studios en tout cas. Les boîtes qui fabriquaient du matériel d'enregistrement travaillaient à la main dans la main avec les studios de l'époque. Et ils ne pouvaient pas faire autrement. Je vais donner un exemple très simple. La maintenance, qu'on appelle maintenance, mais qui était plus qu'une maintenance à l'époque, des studios Pathé Marconi, c'était 5 personnes pour 4 studios. Et dedans, il y avait un mécanicien et des électroniciens. Et ils fabriquaient le matériel qui n'était pas forcément proposé par les industriels. Par exemple, moi je me rappelle, mon père me racontait que dans les années 50, ils avaient une petite console 8 voix à lampe, il fallait la passer en 12, elle a été entièrement fabriquée au studio par la maintenance des studios. Donc il faut se mettre à la place de ces gens-là. Ils ont inventé beaucoup de choses. Ils ont créé beaucoup de choses. Ils ont fabriqué du matériel au service de l'enregistrement et de la véracité de l'enregistrement. Et puis vous arrivez dans les années fin 60, où il y a des gens qui commencent à se dire on va utiliser le studio comme un instrument de musique. On va utiliser la distorsion. J'ai une anecdote qui m'a marqué quand j'étais môme. J'étais en 6e, je me rappelle très bien, donc 12 ans à peu près. J'avais une platine vinyle que mon père m'avait filée. Et je reviens avec un 45 tours de Jimi Hendrix. Sur une face, il y avait le Star-Spangled Banner, je ne sais plus, l'hymne américain, donc guitare saturée, etc. Et de l'autre, il y avait Isabella. Puis un soir, j'écoute l'hymne américain à fond la caisse et tout. Mon père monte, il me dit c'est quoi ça? Je lui dis c'est Hendrix qui joue l'hymne américain. Alors tu vois, la guitare c'est pour simuler les bombardements au Vietnam, etc. C'est contre etc. Il m'écoute. Il me dit tu peux me donner le 45 tours parce que là ton 45 tours il a été mal pressé. Ah bon? Bah oui, c'était bourré de distorsion. C'était bourré de la guitare d'Hendrix sur l'hymne américain. C'est pas du banjo, quoi, tu vois. Bon, et donc il part avec. Il va donc au premier étage, il y avait la salle de gravure. Ils avaient des microscopes, etc., pour vérifier si les sillons des vinyles se croisaient pas les bras, etc. Terme technique. Et puis il revient. Il me dit, c'est parfaitement gravé. Il était dépité. Dépité. Bah oui, on imagine bien quelqu'un qui se bat le début de sa carrière, en tout cas, contre la distorsion, contre la non-fidélité, etc. Puis d'un seul coup, il pige pas. Pourquoi on joue saturé? Pourquoi il y a quand même un choc. Mais ce choc culturel, on va dire, il n'y a pas que les ingénieurs du son qui l'avaient. Il y avait beaucoup de musiciens qui l'avaient aussi. Ces gars qui arrivent et qui jouent saturé, c'était aberrant, quoi. C'était vraiment bizarre. Il faut se mettre à la place, justement, je trouve que on les diabolise vachement, ces vieux ingénieurs du son, mais ils avaient une autre philosophie. Et je cherchais, c'était pas une culture, mais une philosophie. Et cette philosophie était parfaitement valable. Et ils avaient des skills, des compétences extraordinaires. Moi, j'ai écouté des enregistrements, par exemple, de Gilbert Bécaud à la salle Wagram, trucs directs, des copies directes de master. Mais on est dedans, mais je n'ai pas entendu dans les enregistrements live actuels d'enregistrements aussi bons. Et pourtant, ils avaient que une console 4 voix et je crois qu'ils enregistraient en stéréo. Mais c'est absolument incroyable. La qualité, ça donne envie de pleurer, toi, tellement c'est beau. L'enregistrement est beau. Ces gens-là avaient des compétences extraordinaires. Et ils s'étaient battus pour en arriver à ce niveau de qualité d'enregistrement. Et donc, évidemment, ils avaient un peu les boules quand il y avait des mecs qui arrivaient, qui vous foutaient tout à fond, qui tapaient dans le rouge, etc. Ouais, bon, mais
quelque part, je les comprends aussi. Il y avait un peu de tout et n'importe quoi, faut pas non plus idéaliser, hein. Il y avait vraiment de tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça que j'étais, quand Pierre Journel m'a dit, bon, est-ce qu'on peut comparer avec les électroniciens qui sont un peu obtus? Moi, je trouve pas, parce que les pionniers, on va dire, de l'enregistrement sonore méritent un peu plus de considération que ce qu'on leur donne actuellement. Euh, je dirais quelque part, c'est pas juste. C'est et ça n'a pas été aussi simple que ça, parce que les compétences qu'avaient ces ingénieurs du son, elles ont été utilisées par des groupes de rock, indéniablement, hein. Donc pour continuer un peu sur ces histoires de mythes, il y en a d'autres aussi. Il y a Abbey Road. Abbey Road, c'est un mythe aussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans les années 70, j'ai vu un jour mon père rentrer des studios et annoncer d'un air catastrophé, on a été racheté par les Anglais. Alors, on a été racheté par les Anglais, ça voulait dire qu'Abbey Road avait racheté Pathé Marconi. En fait, ils n'avaient pas racheté Pathé Marconi. J'ai fait des recherches après. Les Anglais ont toujours été, EMI, donc EMI, ont toujours été au capital de Pathé Marconi, mais ils étaient minoritaires. Et en fait, quand mon père a dit on a été racheté par les Anglais, ça voulait dire qu'ils étaient devenus majoritaires au capital. Les studios Pathé avaient eu une mauvaise passe et les Anglais en avaient profité puisque eux étaient en pleine ascension, puisque c'était la... Ouais, je pourrais pas donner de date, mais c'était fin des années 60, début 70, je crois. Ben eux, ils étaient en pleine ascension, par contre. Peut-être parce ils ont pris au sérieux les groupes de rock un peu plus que ce qui se passait dans les studios à Boulogne, chez Pathé Marconi. Donc en fait, dans les années 70, les studios Pathé Marconi sont devenus une filiale d'Abbey Road, tout simplement. Et les Anglais, alors évidemment, les Français chez Pathé Marconi, à Boulogne, n'avaient plus aucun contrôle sur rien du tout. L'achat du matériel, c'était plus eux qui décidaient. La gestion des studios, c'était plus eux qui décidaient. Ils n'avaient plus aucune marge de manœuvre. Donc à cette époque-là, moi je me rappelle, les Anglais ont décidé d'acheter du Nive. Mon père était contre, ça je me rappelle, mon père était contre parce que ces consoles étaient peu fiables. Et ça s'est vérifié d'ailleurs dans le temps. D'ailleurs, j'ai vu un ingénieur du son qui a connu cette époque-là, qui en parlait d'ailleurs, de manque de fiabilité des Nive de l'époque. Je me rappelle par exemple que tous les contacteurs étaient à changer parce que c'était des contacteurs avec un argent de très basse qualité. Il fallait tous les changer pour des contacts or parce que les contacts argent, au bout de 6 mois, ça crachait de partout. Enfin, les Nive, c'était une horreur. Et j'ai vu un ingénieur du son l'autre jour. Alors, il y a une chaîne qui est très bien, c'est Devenir ingé son. Il interviewe des ingénieurs du son. Un gars dire, bah, j'ai pas de NIF parce que c'est trop lourd en maintenance. C'était des consoles très peu fiables. Donc, les Anglais ont choisi Nive. Évidemment, c'est anglais, Nive, hein. Mon père était catastrophé. Bref, je pense, alors j'imagine toujours que peut-être que s'ils n'avaient pas été rachetés entre guillemets par les Anglais, ils auraient peut-être choisi SSL, allez savoir. Je sais pas ce qu'ils auraient choisi, mais ça aurait été drôle. Donc, alors pourquoi je parle de ça? Parce que là, on a affaire à un autre mythe aussi, le mythe d'Abbey Road. Combien de fois je suis arrivé avec un album à la maison en disant tiens regarde papa c'était le groupe etc. Mon père regardait toujours les crédits derrière où ça avait été enregistré etc. Marqué Abbey Road. Ah les salauds, ça a été fait chez nous ça et on n'est pas cité.
Il faut savoir que beaucoup d'enregistrements parce que, ah oui, je ne vous ai pas expliqué, la philosophie des Anglais, ce que voulaient les Anglais, c'était qu'un musicien prenait sa bande à Abbey Road, allait chez Pathé Marconi à Boulogne, à Paris, posait sa bande sur le magnéto et avait exactement le même environnement de travail qu'à Abbey Road. Ils ont voulu faire une copie conforme, au niveau matériel, hein, d'Abbey Road. Même magnéto, même type de bande, parce qu'il faut savoir que quand on passe d'une marque de bande à l'autre, etc., il faut régler tous les magnétos. Même type de console, donc des Nives, même environnement. Ce qui fait que quand les studios Abbey Road étaient archi-bookés, les musiciens allaient chez Pathé à Boulogne. C'était intéressant parce que moi, ça m'a permis de voir les Stones, ça m'a permis de voir Gilmour, ça m'a permis de voir des tas de gens que j'aurais pas pu voir autrement. Alors, il y avait des artistes quand même, des groupes de maison comme le Téléphone, comme Variation à l'époque pour les anciens qui se rappelleront. Donc, avec cette philosophie, les musiciens pouvaient aller finir leur album, ou le commencer d'ailleurs, ou le faire entièrement, chez Pathé. Mais Pathé n'était jamais cité par les Anglais. C'était toujours marqué derrière, enregistré à Abbey Road. Alors ça, évidemment, ça rendait fou furieux mon père, et c'est pour ça que je dis toujours, Abbey Road, c'est quand même a construit son mythe sur des mensonges. Parce que tout n'a pas été fait à Abbey Road, et les enregistrements qui étaient faits à Chatou, à Boulogne, non, pas à Chatou, à Boulogne, donc à Paris, enfin, parce que les Anglais disent à Paris, ils sont aussi bons qu'à Abbey Road. Le travail est exactement le même. Donc voilà, toutes ces histoires de mythes, moi ça m'agace un peu, à tel point d'ailleurs que je lis plus de livres, parce que à chaque fois vous savez, puis en plus les journalistes, les écrivains, les gars qui écrivent là-dessus, ils relisent des trucs et ils font perdurer le mythe en croyant que c'est la vérité, mais finalement non. C'était le clash entre les anciens ingénieurs du son et les nouveaux, c'était beaucoup plus nuancé que ça. Les vieux ingénieurs du son avaient des compétences absolument incroyables que j'aimerais bien avoir maintenant, et j'aimerais bien rencontrer un des mecs de cette époque-là pour savoir comment ils faisaient, quel micro ils utilisaient, etc. Parce que quand on entend leurs enregistrements d'époque, c'est fabuleux, fabuleux. Il y a des enregistrements absolument fabuleux. Et puis, je sais pas, mais on était quand même beaucoup dans le respect du musicien à l'époque. Et je trouve que maintenant, on l'est beaucoup moins. Il y a tellement d'outils de post-production. Le studio est tellement devenu un outil musical à part entière que quelque part, le musicien s'efface derrière la technique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'a plus l'importance qu'il avait avant. Avant, le musicien, le chanteur, la vedette, on disait la vedette, arrivait, tout le monde était à son service. Maintenant, le musicien arrive, etc. Il fait son boulot, quoi. Il fait son boulot. C'est plus une vedette, c'est plus quelqu'un qu'on respecte comme à l'époque. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui a changé à ce niveau-là. Je crois qu'on gagnerait plutôt que de critiquer les vieux ingénieurs, les ingé-sons, à se pencher sérieusement sur, moi je peux pas le faire parce que je sais pas où chercher, mais à peut-être ce que fait d'ailleurs devenir ingé-son, je sais plus son prénom, il s'appelle Échalier, le gars qui fait devenir ingé-son. Il fait ce travail-là, c'est-à-dire qu'il essaye de collecter des témoignages de première main, si possible, de ces époques-là, de ces grandes époques où tout se faisait, quoi, où tout s'inventait. On devrait avoir un peu plus de respect, je trouve, pour les vieux ingénieurs du son, parce que
C'était des super mecs, c'était des super mecs. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'était pas le couvent, hein. Ils savaient faire la fête, ils savaient s'éclater, ils savaient mettre à l'aise les musiciens. Ils étaient beaucoup amis, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai vu des grosses amitiés entre les ingénieurs du son et les musiciens. Il y avait, je trouve même qu'il y avait une meilleure ambiance dans les studios que maintenant. Peut-être parce que aussi il y avait plus d'argent. Donc les musiciens pouvaient se poser, avaient du temps pour travailler leurs albums, avaient du temps pour même, je sais pas, moi, quand je voyais les Stones, ils louaient le studio 3, ils le louaient 6 mois d'affilée, et puis ils venaient quand ils avaient envie. Ça se fait plus maintenant. L'industrie musicale ne génère plus assez de revenus pour faire ce genre de choses. Un musicien débutant, un chanteur débutant par exemple, n'importe qui, on lui donnait du temps aussi. Il y avait le temps aussi. Le temps. Alors s'il était signé par Pathé Marconi, on lui donnait du temps pour évoluer, pour se faire connaître, pour lui-même grandir. On lui donnait le temps de grandir. C'était beaucoup plus humain. Maintenant, je trouve que bon, bah, t'arrives, tu fais ton truc et tu te casses, quoi. Tu vois, en gros, c'est ça. Faut pas dépenser trop d'argent. On te laisse pas le temps d'évoluer, de te renforcer, d'affirmer ton art. Si t'es pas bon au premier jingle, au premier album, boum, tu dégages, etc. Non, moi je suis pas nostalgique d'époque des années 50-60, puisque je les ai pas connus. Moi, je suis né en 58, mais je suis persuadé il y avait une ambiance assez sympathique. Bien loin de ce qu'on peut reproduire, enfin, les espèces d'histoires qu'on balance dans les bouquins, les enregistrements mythiques des Beatles, machin, etc. Les mecs, ils ont pas connu l'époque et ils racontent n'importe quoi. Pour ça, moi, je lis plus tous ces trucs-là. Et c'est pour ça que je parlais donc de Pathé en tant que filiale d'Abbey Road, parce que, pareil, Abbey Road, mais Abbey Road, c'était pas que Abbey Road. Ça marchait à Abbey Road, il y a des tas de choses qui se passaient chez Pathé Marconi. Vous voyez, à tel point, parce que ça, ce sont des informations qui sont faciles à avoir, à tel point, ces journalistes qui écrivent des bouquins ne font pas leur boulot. Ils ignorent, je suis sûr qu'ils ignorent même ce qui se passait à l'époque. Ils n'ont pas fait de recherche, ils n'ont pas été interviewés des gens de l'époque, il y en a encore, hein. La preuve, devenir un Gesson, ouais, j'ai oublié son nom, euh, le fait. Donc, eux pourraient le faire aussi, plutôt que d'écrire un bouquin en reprenant tous les bouquins qui sont sortis, puis en faisant un mix à leur sauce. Ils pourraient faire un travail d'investigation et ils se rendraient vite compte que les choses sont plus compliquées, plus nuancées et bien plus intéressantes. Voilà, c'était un peu ma vision des choses de toute cette époque qui a été, moi, formidable. Moi, j'aurais aimé démarrer en 49 et puis finir en 90. C'est une époque de pionnier, une époque passionnante. Au niveau de la prise de son, c'est une époque passionnante. Passionnante. Bon, ben voilà, j'ai assez parlé. Je sais pas combien de temps j'ai parlé. 19 minutes, ouais, ça va, c'est bien. Allez, salut.